Bonjour André Breteau, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Vous êtes expert en mobilité routière, je le disais, ancien cadre dirigeant de Vinci Autoroute puis Cofiroute. Et donc ce livre, Transport, les oubliés de la République, le voici. Il est publié, coédité par les éditions Erol et la Fabrique de la Cité. Alors le constat, il est évident pour tout le monde, mais je pense qu'il faut le rappeler, la voiture, pour des millions, voire des dizaines de millions de Français, ce n'est pas une option, il n'y a pas d'alternative. Oui, effectivement, nos sociétés modernes se sont construites après-guerre sur la voiture et le potentiel qu'elle permet sur toutes les classes de distance, la très longue distance et les voyages, mais aussi les voyages de quelques dizaines de kilomètres. Ouais. Pourquoi vous dites que les transports sont les oubliés de la République? Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, quand même, il y a la SNCF, le tout TGV, ou en tout cas le développement du TGV, l'État a mis des milliards d'euros, les autoroutes, l'État a mis des milliards d'euros, l'État et les collectivités territoriales ont été là. De quel transport vous parlez en fait? Alors, je parle des transports publics, des alternatives à la voiture, dans un contexte où le changement climatique impose de trouver d'autres solutions que le véhicule thermique. Et là, effectivement, on a le véhicule électrique qui permettrait de résoudre les 2/3 ou les 3/4 du problème. Ouais. Et puis ensuite, il faut trouver autre chose. Et dans cette autre chose, nous avons, dans la vieille Europe, un angle mort des politiques publiques. Ouais. D'une part, on ne sait pas très bien quelle est la classe de distance qui cause le plus d'émissions de CO2. Et d'autre part, on ne sait pas articuler les modes de transport collectifs, routiers et ferroviaires, les enchaîner pour rendre service à l'usager. Ouais. Est-ce que c'est essentiellement, même si on schématise toujours un petit peu, ce qu'on appelle la France des périphéries, qui est sous-équipée ou qui passait peut-être un peu sous les radars? Alors en fait, ce qui est passé sous les radars, c'est les classes de distance intermédiaires. On a structuré nos systèmes de transport depuis des générations sur 2 classes de distance. Les voyages, et là c'est l'État qui est à la manœuvre avec des autoroutes, des voies ferrées, des TGV, etc. Ouais. Et les mobilités du quotidien, et là ce sont les 36 000 communes, villes qui sont à la manœuvre, avec pour des déplacements de quelques kilomètres, avec bien sûr toujours la voiture, mais aussi le métro, le tramway ou le bus. Et entre les deux, après la guerre, on a vu une 3e catégorie émerger, c'est des déplacements du quotidien qui font 10, 20, 30, 40 kilomètres. Il y en a 40 millions par jour qui font en moyenne 25 kilomètres. Ils génèrent 55% des émissions de CO2 et ils sont oubliés de nos politiques de transport parce que ils ne sont pas dans la tradition qui nous a permis d'organiser nos systèmes, notre gouvernance. Et finalement, ils concernent non seulement les périphéries et le rural, mais vu le nombre de déplacements, 40 millions, il concerne aussi les villes moyennes, les villes petites, et même Paris. À Paris, sur 10 actifs, il y en a 3 qui vont chercher leur bonheur en dehors de Paris, à 20-30 km. Mais ce que vous décrivez, je vous écoute là, et je me dis, ça ressemble aux gilets jaunes quand même. Donc ça n'a pas fait basculer un peu l'axe des politiques publiques, ce mouvement social? Il est exact que parmi tous ces usagers qui font plusieurs dizaines de kilomètres par jour, il y a une catégorie qui est spécialement sensible, c'est celle qui habite dans les périphéries et le rural, et dont l'emploi est assez souvent situé dans les métropoles. Effectivement, il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé entre le coût du transport pour les ménages et le coût du logement, coût faible dans les périphéries, élevé dans les villes, et à contrario, le coût du transport élevé dans les périphéries et faible dans les villes. Mais cet équilibre a été rompu avec le renchérissement du coût de l'essence, avec des mesures du type le 80 km/h, et c'est cela qui a été, entre autres, l'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Vous proposez de mettre l'accent sur... il y a plein de solutions qui sont évoquées dans votre livre, mais notamment sur les autocars. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en la matière pour cette population et cette frange de notre pays dont vous parlez? Alors, l'idée de base est d'offrir une alternative aux automobilistes en allant les chercher là où ils sont. Alors, ceux qui font 20 ou 30 km, ils sont sur des routes et à un moment donné sur une autoroute. Et au fond, d'appliquer ce qu'appliquent un certain nombre de pays hors vieille Europe, principalement, c'est-à-dire les autocars express qui roulent sur l'autoroute, mais surtout d'articuler dans un enchaînement fluide des modes, un peu de voiture au début pour rejoindre une gare routière, 20 ou 30 km ou 50 d'autocars express avec très peu d'arrêts, des fréquences élevées. Et puis au bout, si on est sur une métropole qui a un métro ou du RER, on se raccorde au système de transport collectif. L'idée, c'est de transporter plus et mieux avec ce qui existe
L'autoroute, elle est déjà là, elle est financée, il suffit de mettre des services dessus. Et il suffit peut-être aussi de réserver une file. Enfin, il suffit, c'est pas si simple, mais ça peut être une solution, une part de la solution. Bien sûr, bien sûr. Il faut d'abord mettre le service avec des parcs relais dans les périphéries lointaines, des gares routières, des vraies gares routières, pas simplement un abribus. Oui, ça veut dire où les gens peuvent venir en voiture et se garer, quoi. Et puis, aussi de l'infrastructure. lorsque l'autocar arrive sur les 4 ou 5 derniers kilomètres, si l'autoroute est congestionnée matin et soir, alors là, effectivement, il faut faire un petit bout de voie réservée. Et finalement, on se raccorde ensuite soit sur des pôles multimodaux, c'est ce qui se pratique très bien à Madrid, à grande échelle, mais aussi à Singapour, mais aussi dans les deux Amériques. Et ensuite, la diffusion se fait via le système de la ville. Ce qu'on avait appelé les bus Macron, ça suffit pas. Alors les bus Macron, c'est intéressant parce que eux, ils sont sur la longue distance, les voyages de 300-400 km. Et pour la petite histoire, ils existaient lorsque j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a 50 ans aux États-Unis et en Amérique du Sud, et ils ont mis 50 ans à traverser l'Atlantique. Ce qui montre que nous avons un biais dans notre approche sur les modes routiers. On recevait ici même, il y a quelques semaines, Laurent Topin, qui est un ancien cadre de Renault, qui est aujourd'hui chez Ecov. Il travaille sur ce qu'il appelle la voiture hétéronome. Donc c'est la route, et là je voudrais qu'on parle de voiture autonome, c'est la route qui s'adapte en fait aux voitures autonomes, plutôt que d'attendre que la technologie soit acceptée psychologiquement, en termes d'assurance, etc., etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous y croyez à ça? C'est-à-dire d'équiper la route pour rendre nos voitures finalement autonomes? L'idée de base, on a travaillé avec Éric Topin, Laurent Topin. L'idée de base, elle est la suivante. Pour que le véhicule autonome soit absolument autonome, c'est-à-dire sans volant, tout temps, y compris quand il neige, et toute route, y compris sur une petite route de campagne, il faut embarquer une quantité d'intelligence phénoménale. Et comme on vend 1 million de véhicules par an, s'il faut mettre 5 000 € d'intelligence à bord de chaque véhicule, ça fait des milliards. Et l'idée de base, c'est de se dire, est-ce que, comme ce sera très difficile d'obtenir ce niveau d'intelligence, est-ce qu'on ne peut pas commencer en mettant une partie importante de l'intelligence sur des morceaux de route et donc des véhicules beaucoup moins intelligents, entre guillemets, sur ces sections de route. Alors évidemment, si on a des autocars express ou des navettes express qui font des allers-retours incessants sur l'autoroute A10 aux portes de Paris ou l'autoroute aux portes de Toulouse, on peut imaginer sur les 30 km d'autoroute d'équiper cette voie avec beaucoup d'intelligence pour accueillir bien plus tôt, plusieurs décennies plus tôt, des véhicules modérément autonomes qui permettraient de rejoindre le point final. En gros, c'est une accélération du chemin vers l'autonomisation vers l'autonomie, et qui comporte un caractère vertueux parce que Madame Hydrac, qui a eu à réfléchir sur le potentiel du véhicule autonome, propose d'orienter les promesses du véhicule autonome vers des usages vertueux, c'est-à-dire vers des navettes, dans le cas des villes, de façon à diminuer le nombre de véhicules en circulation. Parce que si tous les véhicules actuels deviennent demain autonomes, on n'aura pas réglé le problème de l'encombrement de la voirie urbaine. Si on remplace 20 véhicules par une navette, là oui. Merci beaucoup André Breteau, Anne-Marie Hydrac, qui signe l'avant-propos de votre livre, justement, Transport, les oubliés de la République, et qui est mon invité, l'une des invitées du débat dans un court instant, puisqu'on parle de logistique urbaine durable. Merci encore.